Savoir lire, ce n'est pas seulement connaître les lettres et faire sonner les assemblages de lettres. C'est aller vite, c'est explorer d'un coup d'œil la phrase entière. C'est reconnaître les mots à leur gréement, comme le matelot reconnaît les navires. C'est négliger ce qui va de soi et sauter à la difficulté principale, comme font si bien ceux qui savent lire la musique. Or, cette allure vive, qui n'est pas sans risque, mais où l'on trouve le plaisir de deviner, n'est pas celle de l'écolier qui a le nez sur son livre et qui suit du doigt une syllabe après l'autre. À ce pénible travail d'épelé, l'attention s'endort. Il faudrait lire vite, mais on tomberait dans le bredouillement. Il existe des méthodes ingénieuses qui ont pour fin de faire reconnaître les lettres. Mais la difficulté n'est point à reconnaître les lettres. Je ne crois pas qu'on ait cherché quelques méthodes qui éveillent l'esprit d'ensemble et qui délivrent des pelés. Les mieux doués y viennent tout seuls. Il y faudrait amener les autres, qui souvent, je le parie, sont retardés par un scrupule, par une défiance à l'égard d'eux-mêmes. Ils lisent comme on bêche, une motte de terre après l'autre, et tout l'esprit est au tranchant de l'appel. Or, je suis assuré que le courageux garçon qui arrache ainsi une syllabe après l'autre peut défricher toute la Bible sans faire aucun progrès. Le pas du métier est toujours lent. Il ne vaut rien ici. Pas à pas, on va loin. Mais, quand on lit, l'important n'est pas d'arriver au bout de la ligne. Il faut y courir d'abord et revenir. La vertu qui travaille n'est pas la même que celle qui lit. Au temps des concours de récitation, celui qui n'était pas sûr de sa mémoire trichait un peu, non pas pour conquérir une bonne place, mais pour éviter la punition. Le voisin complice approchait un peu son livre, ouvert au bon endroit. Le seul regard alors, soutenu par la mémoire déjà préparée, recueillait une masse de ces précieux signes, qui n'étaient pourtant pas à distance de vue. Mais chacun sait qu'on lit de fort loin, quand on sait à peu près de quoi il s'agit. Exercice excellent. Je ne vois pas pourquoi l'enfant ne lirait pas quelquefois des textes qu'il sait à peu près par cœur. Et peut-être pourrait-on lui montrer le texte par éclipse, comme se montrent où se déroulent les enseignes lumineuses. Le mot philosophie est comme un récif difficilement abordable quand on s'y accroche en quelque sorte avec les mains. Mais l'ensemble du mot est aussi facile à reconnaître qu'une brouette ou une locomotive. Si un tel mot paraît tout entier le temps d'un éclair, l'esprit s'y prend mieux. Il le juge, il le domine. Une courte phrase, et même une période à incidente, serait bientôt reconnue si on la voyait paraître plusieurs fois et aussitôt disparaître. Formé à ce jeu, l'esprit guetterait comme il faut. Il n'irait point à l'assaut des syllabes. Il appliquerait là cet éclair du jugement, que les illettrés ont quelquefois si vif pour d'autres choses. L'attention se préparerait à se donner toute, comme on bondit. Il s'agit d'apprendre à lire, et aussi d'apprendre à penser, sans séparer jamais l'un de l'autre. Or, une syllabe n'a point de sens, et même un mot n'en a guère. C'est la phrase qui explique le mot. Quand je suis dans l'autobus, je m'amuse, comme chacun fait, à lire les réclames collées sur le verre et qui se montrent à l'envers. Je suis alors semblable à un illettré, car je reconnais aisément chaque lettre, mais l'ensemble du mot m'est tout à fait étranger. J'épelle, mais je n'ai jamais cette perception instantanée, si facile, à laquelle personne ne fait attention, qui me permet de reconnaître un mot comme je reconnaîtrais un visage. Et si j'avais coutume d'examiner un visage par partie, le menton, le nez, les yeux, jamais je ne reconnaîtrais un visage. Au reste, si la règle de nos pensées était d'aller du détail à l'ensemble, nous ne penserions jamais rien, car tout détail se divise, et cela sans fin. L'esprit d'ensemble, c'est l'esprit. Ainsi, il se peut bien qu'épeler soit un très mauvais départ de toute façon.